Vous connaissez la chanson, on est le 31 août, c'est parti pour mes favoris culturels du mois. J'ai d'abord 2 livres à vous présenter. Le premier, j'en ai parlé en long et en large dans ma vidéo 3 livres de Rachilde. C'est La Marquise de Sade de Rachilde. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Marie et qui va vivre des événements assez traumatisants dans son enfance et va devenir une femme un peu sadique avec les hommes. C'est plein de violence, c'est plein de l'exubérance du mouvement décadent qui est ce que j'adore aussi dans le mouvement décadent. C'est pour l'instant mon préféré de Rachilde, vraiment je l'ai adoré. Je dis pas que je le recommanderais à tout le monde, de toute façon le mouvement décadent je pense pas que ce soit quelque chose qui plaise à tout le monde, mais c'est vraiment mon préféré personnellement. C'est vraiment tout ce que j'aime chez Rachilde et tout ce que j'aime dans la décadence. En même temps ça s'oppose beaucoup à la littérature masculine de la décadence où c'est toujours la femme victime puritaine ou la femme fatale complètement sans âme, sans profondeur psychologique qui, de toute façon, dans les intrigues masculines, la femme n'est vraiment qu'un artifice de l'intrigue. Ici, vous entrez vraiment dans l'esprit de cette femme qui évolue, elle aussi, dans un monde en perdition, dans un monde décadent, et c'était juste vraiment trop bien. J'aime beaucoup le style d'écriture de Rachilde. Je trouve que c'est un roman qui est très cliché dans son aspect décadent, mais moi j'adore, donc voilà. Je vous lis un passage parce que je trouve qu'il est trop bien et qu'il dit beaucoup sur l'importance de l'imagination et de la fiction dans ce texte. La question de la fiction, c'est une question qui est assez centrale chez Rachilde, et là on a tout le goût en fait de Marie, le personnage principal, pour l'imagination. Généralement, à travers les contes qu'elle se faisait à elle-même, Marie mettait un petit esclave, moitié ange, moitié garçon, qu'il aimait beaucoup et supportait en son honneur une foule de tortures grotesques. Les émotions de ces voyages chimériques étaient toujours d'une violence inouïe, en raison inverse du calme glacial de ses actions réelles. L'habitude de ces contes qu'elle se récitait venait de cette peur nerveuse qu'elle ne pouvait dompter qu'à force de voyages extravagants. Et la petite avait fini par s'amuser ainsi malgré les froideurs de sa physionomie. Elle jouait à penser. Mystère insondable de l'être humain, qui de lui-même tire des joies pouvant le ravir hors de sa prison de chair. J'adore et je vous le recommande vraiment beaucoup, même si je sais que ce sera pas le préféré de tout le monde, mais je vous le recommande vraiment beaucoup. Et si vous voulez découvrir Rachilde et que vous savez pas par où commencer, je vous recommande d'aller voir ma vidéo 3 livres de Rachilde où je vous parle entre autres de ce livre et de 2 autres livres qu'elle a écrits pour vous montrer un peu les facettes différentes de Rachilde tout simplement. Le 2e livre que j'ai adoré, il fait partie de cette collection roman fin de siècle dont je vous avais parlé dans mon vlog la semaine dernière. J'ai lu le premier roman, Le Mime Bathilde de Jean Bertheroy. Je vais faire une vidéo sur ce livre où je vous détaillerai vraiment tous mes avis, mais en gros Le Mime Bathilde de Jean Bertheroy, c'est un roman qui joue sur le parallèle entre la décadence française et la décadence latine. Donc c'est un roman qui se passe dans l'Antiquité romaine et qui est centré sur l'opposition entre le mime Bathilde et le mime Pylade, qui étaient des mimes aux idéaux et aux visions théâtrales vraiment très différentes, voire clairement contradictoires. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Jean Bertheroy a vraiment un très beau style. Enfin, j'ai beaucoup aimé son style. Rachilde, c'est moins son style qui me plaît. Enfin, j'aime bien le style de Rachilde, mais j'adore surtout la manière dont elle tisse un peu ses thèmes. C'est vrai que j'ai pas des passages entiers généralement qui sont soulignés parce que je trouve que c'est trop bien écrit. Rachilde écrit bien. Je trouve que Jean Bertheroy écrit vraiment très bien. J'aime beaucoup sa manière d'écrire. Et la preuve, c'est tout simplement que j'ai adoré ce roman alors que c'est pas le plus décadent du monde, c'est pas très extravagant. Jean Bertheroy, elle a une voix beaucoup plus polissée que Rachilde. Si vous avez peur que Rachilde soit un peu too much pour vous, ce que je peux comprendre, je vous conseille vraiment de lire Le Mime Bathilde de Jean Bertheroy. Il est sur Gallica ou quelque part, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je trouve qu'elle écrit vraiment très bien. Et même si l'intrigue en soi n'est pas vraiment mon style d'intrigue, j'ai adoré vraiment ce roman, que je vous recommande aussi, évidemment. On va passer au film, et autant vous dire que ce mois-ci, j'ai des bangers, mais absolu. Ah vraiment, j'ai vu des trucs géniaux. Donc, on va commencer avec le premier que j'ai vu, c'est Millennium Actress, qui est un film d'animation de Satoshi Kon qui date de 2001. Je l'ai vu sur Mubi. Millennium Actress, alors c'était pas trop mon style d'animation, mais j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très belle. C'est l'histoire de cette actrice qui, pendant toute sa carrière d'actrice, n'a cessé de poursuivre un inconnu qu'elle avait rencontré. C'est une histoire d'amour qui dépasse le temps et l'espace. C'est une
histoire de souvenirs, de nostalgie. Si vous avez tendance à vivre un peu dans le passé, je pense que ça peut beaucoup vous plaire. L'aspect cyclique du film aussi m'a beaucoup plu. Et c'est un film qui joue beaucoup avec cette limite très fine entre le souvenir et le présent et la réalité. Et donc vous avez tous ces passages où en fait on sait pas tout le temps si on est dans un film que l'actrice, dans lequel l'actrice a joué, ou si on est dans sa vie réelle. En fait ça se mélange, c'est vraiment très bien fait. Et l'histoire encore une fois est vraiment très belle, donc je vous le recommande. J'ai vu ensuite, ça j'en ai parlé dans mon vlog, Too Many Cooks, qui est un court-métrage de Casper Kelly qui date de 2014 et qui est sur YouTube. C'est une parodie des génériques de sitcoms américaines, c'est hyper drôle. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est juste vraiment très drôle. Et enfin on passe aux 2 chefs-d'œuvre que j'ai vus en août. Et j'utilise le mot chef-d'œuvre vraiment lightly. Les 2, je les ai vus sur Mubi et vraiment, c'était trop génial. Le premier, c'est Innocence de Lucile Adia-Lilovic, que j'ai découvert étant en fait mariée à Gaspard Noé, et j'adore Gaspard Noé, donc comme quoi, voilà. C'est un film de 2004, dans lequel on suit une petite fille qui arrive dans un tombeau, dans une communauté faite uniquement de filles, avec quelques professeurs féminines. Et donc en fait, vous suivez cette communauté, vous savez pas d'où elle vient, vous savez pas pourquoi elle est là, vous savez pas comment les filles sont choisies pour être envoyées dans cette communauté. Et en fait, alors déjà l'image est incroyable, c'est très onirique. Si vous aimez les environnements un peu forestiers, si vous croyez aux fées quand vous étiez petit, si vous aimez en général l'esthétique un peu coquette, ce qui est mon cas, il y a plein de nœuds partout, donc c'est trop bien. Mais vraiment, l'image est très belle, c'est vraiment, vous avez l'impression d'être dans un rêve. Et en fait, c'est un peu une métaphore géante sur ce que c'est que de grandir en tant que fille, ce que la société attend de vous, le fait qu'on essaie de vous former pour plaire au regard masculin, enfin le fait qu'on essaie de restreindre votre corps à la grâce féminine, à un idéal d'innocence qui n'existe pas, le fait qu'une fille perde sa valeur dès lors qu'elle arrive à l'adolescence parce qu'elle perd son innocence. Tout ça, c'est vraiment, si c'est des thèmes que vous aimez, vous allez adorer vraiment ce film. Moi j'ai adoré. Il fait partie sans conteste de mes préférés de cette année et je vous le recommande vraiment. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment le motif des jambes qui est omniprésent et on se dit tout le temps que quelque chose va venir à la fin pour boucler un peu ça comme ils font dans les films normaux entre guillemets. Donc si on vous met le motif des jambes tout du long, c'est qu'à la fin il va se passer un truc avec les jambes, enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas d'élément qui sert à rien, mais ici c'est vraiment laissé à l'interprétation. Évidemment vous comprenez très vite pourquoi on vous parle autant des jambes et ce que ça veut dire, mais j'ai beaucoup aimé le fait que ces jambes en fait c'est vraiment à double tranchant pour les jeunes filles, parce que les jambes c'est la liberté et en même temps les jambes ça devient en fait le symbole un peu de votre innocence. C'était vraiment hyper bien fait, mais j'ai pas envie de... Bon, y a pas grand chose à spoiler, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le motif des jambes, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Tout est tellement onirique, je vous lis ce que j'ai écrit sur Letterboxd, tout est tellement onirique, on est entre le rêve édénique et le cauchemar du conformisme, entre la pureté de la communauté féminine et la cruauté du cercle vicieux qui les conduit à reproduire sur les plus jeunes ce qu'elles ont vécu avant elles, avec un mélange d'exigence inébranlable et de compassion triste. Et ensuite vous avez un autre motif que celui des jambes, c'est celui du souterrain. Je vous en dis pas plus parce que vous verrez, enfin de toute façon vous voyez dès le début qu'il y a ce son souterrain qui se met en place et en fait ça permet d'installer une espèce d'angoisse sous-jacente qui marche mais hyper bien. Vraiment c'était génial, j'ai trop hâte de découvrir les autres films de cette réalisatrice. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, c'était vraiment génial, donc franchement je vous le recommande à 100%. Et enfin, l'énorme coup de cœur de ce mois d'août, je suis désolée de vous rabâcher les oreilles avec lui, c'est Lost Highway de David Lynch. Je sais, je parle trop de David Lynch, mais bon, c'est génial qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Lost Highway, c'est un film dans lequel vous suivez un couple et ce couple commence à recevoir des vidéos de quelqu'un donc qui filme leur maison et l'intérieur de leur maison quand ils sont en train de dormir. Donc vous avez une angoisse normale, assez profonde qui se met en place. Ça m'a beaucoup fait penser au film Hidden, caché de Michael Haneke que j'ai pas du tout aimé. Donc pour moi la première partie de Lost Highway c'était vraiment la version réussie de ce film là. Donc vous avez cette angoisse qui se met en place et ensuite ça commence à devenir bizarre, c'est normal, c'est David Lynch. Après il se passe quelque
quelque chose, mais bon, je peux pas trop vous dire. C'est un film, alors déjà je trouve pas du tout que ce soit le plus obtus de David Lynch. Je trouve que celui-là a une explication qui tient debout et qui fait vraiment sens et qui permet d'expliquer assez correctement tout le film. Donc c'est pas du tout le plus difficile à comprendre. C'est pas Inland Empire par exemple. Est-ce que je vous fais une vidéo avec, vous savez, les gens font des vidéos avec des tier lists où vous passez du vert au rouge et je pourrais vous faire une vidéo sur David Lynch. En vrai, dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais en parler pendant des heures. Bon bref. Inland Empire, Eraserhead, c'est les films les plus difficiles à attraper, je pense, de David Lynch. C'est des films que j'ai beaucoup aimés, il n'y a pas de souci. Mais je vous dirais pas de regarder ça en premier, je suis pas folle. Donc, si vous voulez commencer par David Lynch, je pense que Lost Highway est vraiment un très bon film pour le faire parce que, en fait, ça peut se comprendre. Vous cherchez sur internet, vous lisez des reviews pendant 2 secondes et vous avez une explication du film qui tient debout et qui vous permet d'appréhender en fait ce film sans passer toutes les journées de votre vie à vous dire mais qu'est-ce que ça voulait dire ce truc. Donc je pense vraiment que c'est un bon film pour commencer. C'est un film qui est très proche de Mulholland Drive, mais je crois que j'ai préféré Lost Highway. Je vais vous dire pourquoi, mais là je finis mon blablatage sur les films de Lynch. Donc Mulholland Drive, Lost Highway, je pense que c'est un bon moyen d'entrer dans le cinéma de Lynch sans vous traumatiser complètement le cerveau. Après, prenez ça dans l'ordre que vous voulez. Si vous avez l'habitude des films étranges, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Du coup, Lost Highway, c'est tout ce que j'adore sur... En fait, je vais vous lire mes tirets parce que je vais pas y arriver. Alors, c'est un film sur la réalité qu'on se construit, sur le fantasme comme échappatoire à un réel devenu insoutenable. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, c'est un film. On retrouve ce que je disais sur La Marquise de Sade de Rachilde. C'est cette question de l'imagination et du fait de pouvoir se mettre corps et âme dans quelque chose que vous avez inventé de toutes pièces. C'est à quel point le fantasme et le rêve, comment vous pouvez vous perdre dedans parce que vous devez absolument échapper au réel. Et je trouve que les questions d'échappatoire au réel, de rêve, de fantasme, moi, c'est mon truc. Donc vraiment, clairement, c'était fait pour moi. Voilà. Ensuite, il passe son temps à filmer les routes la nuit. Si vous regardez mes Bits and Pieces, vous savez que je passe beaucoup de temps à filmer les routes. Ensuite, il y avait une petite référence à Tarkovsky, le sacrifice de Tarkovsky, qui n'est pas du tout mon préféré de Tarkovsky, mais que j'ai trouvé très beckettien. J'avais bien aimé quand même ce que ça mettait en place. Je pense qu'il faudrait que je le revoie parce que, je sais pas, je pense que j'étais pas dans la bonne présence d'esprit pour l'apprécier. Mais du coup, il y a une petite référence à Tarkovsky et ça, c'est mon multiverse à moi, vous voyez. Et ensuite, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un film sur un homme, David Lynch, qui se moque des hommes. Et j'adore les films où les réalisateurs se moquent vraiment de tout ce que vous voulez, la masculinité toxique, ce genre de truc. J'adore ça. C'est un peu ce que j'avais vu dans La collectionneuse d'Éric Rohmer, que beaucoup de gens lisent comme un film misogyne, mais moi pas du tout. Pour moi, c'est vraiment, il se moque. Alors peut-être qu'il se moque pas et que c'est moi qui le lis pas bien, mais on s'en fiche, c'est une interprétation, je fais ce que je veux. Mais vraiment, dans La collectionneuse de Rohmer, j'y voyais vraiment quelque chose de très ironique en fait. Et c'est ce qu'il y a aussi dans Lost Highway, parce que on est vraiment sur ce personnage principal, qui est complètement ridicule dans son approche des femmes et qui est juste pathétique. Il est vraiment pathétique et c'est drôle en fait. Et j'ai besoin de plus de films où on arrive à faire quelque chose de déjà artistiquement très cohérent, très beau, très onirique, ça fait toujours plaisir. Un film où l'intrigue est vraiment bien ficelée, qui a un petit élément cyclique, même si celui-là on le voit arriver de très loin, mais il y a un petit élément cyclique. Et surtout des films qui arrivent à être tragiques et en même temps vraiment très drôle, mais intellectuellement drôle, pas drôle genre une comédie, drôle parce qu'il y a une ironie sous-jacente qui marche trop bien et qui se met en place et qui n'empêche pas que c'est une histoire très tragique et que c'est quelque chose de bouleversant et que c'est quelque chose de très beau, mais c'est aussi, il y a une ironie. Et l'ironie, c'est pas facile à faire, c'est pas toujours facile à voir, mais là, je suis désolée, je vois pas comment vous pouvez interpréter ce film comme quelque chose de misogyne. C'est pas parce qu'il y a une actrice à poil pendant tout le film que c'est misogyne, parce que vous voyez, ça s'inscrit vraiment dans une critique justement de ça, dans une critique des hommes qui voient les femmes comme ça, dans une critique de la sexualisation des femmes dans le film noir. Mon chat a vomi, je sais pas où j'en étais. Donc il s'inscrit dans une critique de ces cinéastes qui pensent qu'ils font du cinéma de génie et du cinéma
cinéma d'auteur parce qu'ils ont filmé 3 films porno indépendants. Enfin, vraiment, c'est super drôle. Et on peut dire beaucoup du traitement des femmes dans, je sais pas, Twin Peaks par exemple, mais pour le coup, je trouve que vraiment Lost Highway, c'est pas du tout un film qu'on peut taxer aussi facilement de misogyne, parce que je trouve vraiment qu'il dit quelque chose sur la manière justement dont les femmes sont représentées au cinéma et le fait qu'elles existent seulement comme des corps. Enfin, il critique justement ce regard-là sur les femmes. Bon bref, vraiment un excellent film. Il est entré dans mon top 4 de Letterboxd, donc c'est que vraiment il est vraiment très très bien. Il a surpassé pour moi Fire Walk With Me, qui est le film de Twin Peaks sur Laura Palmer, parce que vraiment, enfin, c'était trop génial. C'est tout. Et c'est vraiment pas le plus difficile de Lynch, donc je vous le recommande si jamais vous ne connaissez pas encore le cinéma de Lynch. Ensuite, on peut parler vite fait des séries, même si j'ai déjà parlé de la saison 3 de Twin Peaks dans mon vlog, donc je vous laisse aller voir ça, mais c'était un de mes favoris de l'été. J'ai aussi regardé en août pour des raisons personnelles les 6 saisons de Sex and the City. Bon, écoutez, moi j'ai toujours été une New York girly. La raison pour laquelle je me suis mis en tête en master de passer l'agrégation, c'est aussi parce que l'agrégation vous permet d'être embauché aux États-Unis. Enfin, en gros, ça, enfin bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que je ne veux pas être enseignante-chercheuse pour l'amour de l'enseignement, mais simplement pour être embauchée à NYU, vivre à New York et faire comme Nabokov, être la petite enseignante-chercheuse et écrire mes livres à New York. Vous savez ce que je pense des États-Unis, je déteste cette population. Par contre, New York, c'est pas pareil. Bref, donc Sex and the City, c'est 4 célibataires à New York qui vivent leur meilleure vie. Elles ont entre 35 et 45 ans et je trouve que c'est hyper important ce genre de représentation, même si oui, ça date, mais franchement, je trouve pas que ça date tant que ça dans son discours. C'est 4 femmes vraiment très différentes. Il y en a qui veulent se marier, avoir des enfants, il y en a qui veulent pas, il y en a qui mettent la priorité sur leur carrière et franchement, ça fait du bien à voir, je trouve. Je trouve qu'on n'a pas assez de séries avec des girl boss qui veulent juste avoir le travail de leurs rêves qui les rend heureuses et faire ce qu'elles aiment toute la journée, c'est-à-dire écrire par exemple, si vous êtes Carrie Bradshaw, et juste des femmes qui veulent vivre leur meilleure vie pendant qu'elles sont sur Terre. Je trouve que c'est hyper important et c'est vraiment une bouffée d'air frais. Et juste les séries Slice of Life, moi c'est ce que je préfère et je trouve que ça manque beaucoup parce que, écoutez, je vais faire ma rageuse pendant 5 minutes, mais voilà, le TikTok, vous avez compris, tout devient de plus en plus rapide, les gens ont besoin d'être divertis instantanément, il leur faut un cliffhanger, il leur faut un truc qui les accroche dans les 30 premières secondes, sinon ils vont arrêter de regarder. Et je trouve qu'on n'a plus de séries lentes. Vous passez 30 minutes dans la journée de ce personnage et c'est juste trop bien et vous vous attachez au personnage et vous regardez juste pour savoir ce qui va leur arriver. On n'a plus de bons divertissements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que les gens sur YouTube prennent le divertissement en main. Bon, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est Sex and the City, donc c'est pas non plus le truc le plus culturellement riche à vous recommander, mais voilà, je trouve qu'en termes de représentation féminine, ça fait vraiment du bien de voir ce genre de série. Je déteste les séries d'aujourd'hui, de toute façon je suis une anti-contemporain, mais voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. C'est comme un classique des séries des années 90, c'est à voir, c'est à New York, avec une écrivaine comme personnage principal. Que demander de plus? Pour moi, franchement, que demander de plus? Et donc c'est tout, c'est tout ce que j'ai à vous recommander pour le mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez lu, vu, écouté au mois d'août et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.